Tiens, tu vois rien que qui nous appelle. Si nous avons dans la paix à noter la liberté de notre devoir sera de l'espérance promise à l'humanité en forgeant unie dans la foi du Père, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Bienvenue à ce vendredi 15 mars 2024 sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Merci à tous ceux et toutes celles qui sont encore présents et présentes. Et aujourd'hui, nous allons faire vite, le temps de pouvoir permettre aux uns aux autres de se reposer et de prendre aussi la route du boulot. Et donc, on va présenter 3 sujets qui seront suivis de l'édito de Mère Blanc. Et après, rapidement, on va laisser la parole aux uns aux autres pour finir l'émission le plus tôt possible. Et le premier sujet de la journée concerne ce dont nous avions parlé hier, les déguerpis et le relogement des familles. Le gouvernement prend des grandes mesures. C'est un article qui est tiré de l'avenir.ci et voici ce qui est écrit dans l'article. Le Conseil des ministres présidé par le président de la République a annoncé le mercredi 13 mars 2024 une série de mesures humanitaires et solidaires visant à soulager les familles affectées par les opérations de déguerpissement dans les quartiers précaires. La première mesure consiste en une allocation forfaitaire de 250 000 francs CFA pour le relogement des familles impactées des quartiers de Boribana et de Jesco, représentant un investissement global de 697 millions de francs CFA. Cette allocation vise à fournir un soutien financier immédiat aux familles touchées. Et donc, l'article est en train de nous dire que pendant le Conseil des ministres du mercredi 13 mars 2024, il y a des mesures qui ont été prises pour aider les familles qui ont été touchées par les déguerpissements dans certains quartiers précaires. Et la première mesure de cette aide humanitaire, c'est une allocation forfaitaire de 250 000 francs pour le relogement des familles impactées des quartiers Boribana et Jesco. On dit les familles impactées, les familles qui ont eu leur logement qui ont été détruits vont recevoir 250 000 francs pour se reloger, représentant un investissement de 697 000 francs CFA, 697 millions de francs CFA. Et donc, tous ceux qui vont rentrer dans ce cadre-là, qui vont recevoir ces 250 000 afin de pouvoir se reloger, quand on les met tous ensemble, la somme, c'est 697 millions de francs CFA. Mais sincèrement, moi, ça me pose un problème. Parce que, nous disait-on, les familles avaient été relogées, avaient reçu des sommes pour se reloger. C'est ce qui avait été dit. Mais comment se fait-il que maintenant, c'est à partir du 13 mars 2024, qu'on décide maintenant de trouver un fonds pour maintenant donner ça aux gens qui ne sont plus là, parce qu'aujourd'hui où on parle là, il n'y a plus personne sur les sites de Jesco, il n'y a plus personne sur les sites de Boribana. On dit, on va prendre maintenant 250 000 francs pour remettre à chaque personne qui est locataire aujourd'hui, qui ne l'est pas aujourd'hui. On me dira, mais il y avait une fiche avant. Mais qu'est-ce qui prouve que cette fiche est normalement sérieuse aujourd'hui?
Et en même temps, ça me pose un grand problème. Est-ce qu'on ne nous avait pas dit que les familles, les gens avaient été indemnisés et qu'ils devaient quitter les lieux? Ça me pose un véritable problème. En outre, le gouvernement a décidé d'octroyer de nouveaux terrains aux propriétaires ayant des autorisations de construire définitives, c'est-à-dire des ACD. Les familles bénéficieront également de la mise à disposition de terrains de 75 mètres carrés ou 100 mètres carrés selon la taille de la famille, avec la signature d'un bail amphithéotique sur une période de 20 à 25 ans pour un loyer mensuel de 10 000 francs CFA. Maintenant, ceux qui avaient des ACD, comme le gouvernement, eux, on va leur donner des terrains. Ces terrains-là, la taille sera entre 75 mètres carrés ou 100 mètres carrés. Selon la taille de la famille, si tu as une grande famille, tu auras 100 mètres carrés. Si tu as une famille qui n'est pas trop grande, tu auras 75 mètres carrés. Avec la signature d'un bail antithéotique sur une durée de 20 à 25 ans. Donc quand on va leur donner les terrains là, maintenant la durée pour qu'ils occupent ces terrains, ça sera entre 20 et 25 ans. Et ils vont payer une somme de 10 000 francs comme frais de location de terrain. Sur les 20 ou 25 ans, ils vont payer 10 000 francs par mois. À la fin de cette période, les nationaux impactés deviendront propriétaires des terrains attribués. Donc après les 20 ou 25 ans, ceux qui sont installés sur ces terrains de 75 mètres ou 10 mètres carrés, quand les 20 ou bien les 25 ans de location vont finir, où ils payaient chaque fois 10 000 francs par mois, à la fin de ces 20 ou 25 ans, ceux qui sont ivoiriens et qui sont dans ce cadre-là, eux, leur terrain là, ça va leur appartenir. On va leur donner ça comme un terrain qui leur appartient, avec les titres de propriété. La question que je me pose, et les étrangers qui sont là, normalement les textes ivoiriens disent qu'un étranger ne peut pas posséder un terrain. Mais quel sera aussi le sort de ces étrangers? Est-ce qu'après ça, on va leur dire de ne plus payer les 10 000? Ou bien qu'est-ce qui va se passer? On ne nous parle pas de ça. Et ce flou-là, est-ce que ça ne va pas provoquer un jour des difficultés dans l'avenir? Voilà encore une autre question que je me pose. Un site potentiel de relogement a été identifié et des travaux d'urgence d'adduction en eau potable, voirie et électricité seront lancés incessamment pour un montant total de 15 milliards de francs CFA afin de garantir les conditions de vie décentes aux familles impactées. Ils disent donc que le site qui a été trouvé pour pouvoir mettre ces personnes, ils vont essayer de faire des travaux pour faire passer les tuyaux de canalisation de la SODECI, pour essayer de créer des caniveaux, pour essayer de tracer les routes, pour essayer de faire passer les fils de la CIE, et que cela sera fait bientôt. Et le montant de ces travaux, c'est 15 milliards de francs CFA. Imaginez 15 milliards plus 697 milliards, on se retrouve déjà à presque 16 milliards. Et ces travaux seront effectués afin de garantir des conditions de vie décentes aux familles déplacées. Ça, c'est fait pour pouvoir permettre à ces familles d'être dans des conditions de vie assez dignes. En vue d'accompagner les familles dans la construction de leur maison, une aide à la construction d'un montant forfaitaire de 1 million par famille
sera accordée avec des plans type mis à disposition par le ministère de la Construction pour un coût global de 3 milliards de francs CFA pour les familles impactées de Boribana et de GESCO. Donc, après cela, après qu'on ait remis 695 millions à des personnes aujourd'hui dont je ne sais comment on va les retrouver pour dire voilà 250 000 par personne, allez vous reloger, alors qu'on nous avait dit que tout ça avait été fait auparavant. On nous dit qu'on a trouvé un site et sur ce site-là, on va mettre route, on va mettre caniveau, SODECI, électricité, ça va coûter 15 milliards. Après ça, on va prendre 1 million. On va donner encore à ces soi-disant propriétaires. Et ça va nous coûter 3 milliards de francs CFA. Quand vous mettez ça déjà ensemble, 15 milliards plus 3 milliards, ça fait déjà 18 milliards. Plus 695 millions, ça nous fait exactement 18 milliards 695 millions. Et donc, imaginez que ça, en tout cas selon l'article que je lis, c'est d'abord simplement pour Boribana et GESCO. Imaginez-vous maintenant s'il y a 10 quartiers précaires qui sont cassés, alors qu'on vous a donné une liste ici. Imaginez-vous si on divise 18 milliards 695, prenons simplement 9 milliards. Imaginez-vous 9 milliards par quartier précaire cassé. Si on casse 10 quartiers précaires, on va se retrouver avec 90 milliards de francs CFA. Une attention particulière sera accordée aux personnes sans emploi avec la mise en place d'un dispositif spécial pour les soutenir dans cette période de transition. Ils disent encore qu'ils vont accorder une aide spéciale à ceux qui n'ont pas d'emploi. Aujourd'hui, là, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a la liste des personnes non employées? Que l'État de Côte d'Ivoire nous sorte la liste des personnes qui sont sans emploi. Vous n'avez pas cette liste-là. Et je trouve que vous êtes en train de mentir aux gens. D'abord, il me semble que vous nous avez menti en nous disant que ces personnes avaient été indemnisées, que ce soit les locataires, que ce soit les propriétaires. Alors, pourquoi est-ce qu'on vient nous parler de tout ça? Pourquoi ne pas être capable de donner un langage clair? Pourquoi être dans le double langage? Je ne suis pas d'accord avec ça. Et cela n'amène pas les Ivoiriens, cela ne force pas les Ivoiriens à respecter l'autorité de l'État. Pourquoi n'avoir pas eu un langage clair? On a dédommagé les gens ou on ne les a pas encore dédommagés. C'est le 13 qu'on vient s'asseoir pour nous inventer tout un tas d'histoires. Et moi, ça me pose un véritable problème. Soit les gens ont été véritablement indemnisés, les locataires ont reçu des primes de relogement, et aujourd'hui, on est en train de nous réembobiner dans une nouvelle histoire. Et là, avec Boribana et la GESCO, on est en train de prendre au peuple 18 milliards 695 millions. Et on vient nous dire que même les sans-emploi auront des aides particulières. C'est-à-dire on va prendre encore l'argent des impôts pour distribuer à des gens qu'on ne connaît pas. Est-ce que réellement ces sommes-là iront à ces personnes? Voilà la question fondamentale de base que ça pose. Et tout ça, ça fait une confusion qui fait très mal pour un gouvernement qui n'a aucune stratégie de communication. Parce qu'il faudrait clairement qu'on nous dise les choses. Apportez-nous la liste des sans-emploi qui étaient dans ces quartiers précaires. Ça, c'est l'ouverture au Capharnaüm. C'est tout le quartier. Tout le monde sait que dans les quartiers précaires, c'est parce que ces gens-là sont dans une situation de précarité, comme dit le nom, sans emploi en général, qu'ils vont dans ces contextes-là pour s'installer. Et donc, sauf si vous me dites que
90% de ces personnes qui sont dans ces quartiers, on va leur distribuer de l'argent. Mais aujourd'hui, on vous parle. Si, sur la base de l'article et du Conseil des ministres passé, si on suppose que vous avez cassé les maisons sans indemniser les propriétaires, sans indemniser, sans donner une prime de relogement aux locataires, mais aujourd'hui, vous voulez que ces personnes soient où? Où est-ce que vous allez les retrouver? Surtout qu'en Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas d'adresse connue à partir desquelles on peut les retrouver. Et tout ça, ça pose un grand flou. Soit vous voulez voler l'argent des Ivoiriens, mais vous n'avez pas le courage de le dire, et donc vous venez faire sortir des choses pour mentir aux gens, pour trouver des solutions, mais nous autres, nous n'allons jamais rentrer dans cette voie-là. Nous, on préfère vous dire la vérité. Nous, on ne va jamais vous soutenir dans une telle posture. Sortez pour nous dire clairement, est-ce que les gens ont été indemnisés avant de casser leur maison? Est-ce que les gens ont reçu des primes avant d'arriver à la destruction de ces quartiers-là? Parce que aujourd'hui où je suis, je ne comprends plus rien. Toutes ces mesures seront accordées par la cellule spéciale d'aménagement des quartiers précaires du district autonome d'Abidjan, logée à la primature. Ils disent donc que la cellule qui va s'occuper de ça, le bureau qui va s'occuper de ça, ça se trouve là-bas à la primature. La primature, là, c'est le côté de la présidence où le Premier ministre, avec ses gens, travaille. Ils disent ce bureau-là, ça s'appelle la cellule spéciale d'aménagement des quartiers précaires du district autonome d'Abidjan. Elle est chargée de la programmation des quartiers à déguerpir. Donc cette cellule spéciale d'aménagement des quartiers précaires là, du district autonome d'Abidjan, dans son rôle, elle est chargée de faire la programmation des quartiers à déguerpir. Les quartiers où ils vont enlever les gens, c'est cette cellule-là qui décide et qui programme si ça sera X ou bien Y jour qui donne la date. La prise en charge et du relogement des familles affectées. Elle est aussi en charge de la prise en charge des familles et du relogement des personnes qui seront affectées par les déguerpissements, ainsi que de l'examen des plans d'urbanisme des quartiers précaires déguerpis. Et aussi, quand les gens sont déguerpis, c'est cette cellule-là qui fait l'examen des plans d'urbanisme de ces quartiers-là. Cette initiative démontre, à en croire le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, l'engagement du gouvernement envers le bien-être des citoyens et sa volonté de garantir des conditions de vie dignes pour toutes les communautés, même les plus vulnérables. C'est un article qui est tiré de l'avenir.ci et je ne suis pas d'accord avec cette dernière communication parce qu'avec tout ce que je viens de vous dire, que chacun prenne le temps de s'asseoir et de questionner sa propre intelligence. Où est-ce qu'on veut nous amener? Où est-ce qu'on veut nous amener? Et là, ça crée un flou. Et qu'on nous dise clairement ce qu'on veut nous cacher pour qu'on puisse avancer. Sinon, les belles paroles qui ont été dites et les propos qui ont été évoqués aujourd'hui à la lumière de la réalité, pourquoi on va indemniser quelqu'un qui est déjà indemnisé? Pourquoi on va donner une prime de relogement à des gens qui ont déjà reçu des primes de logement? Moi, je repars sur le point de départ. Qu'on nous dise clairement, si les gens n'avaient pas été indemnisés à Bouribonnet, à Gesco, qu'on sorte pour nous dire qu'ils ne l'avaient pas été. Mais à partir du moment où on a indemnisé quelqu'un et la personne a reçu ce qui lui revenait de droit, pourquoi encore c'est nous qui allons aller chercher des terrains pour mettre les personnes dessus? Pourquoi, après avoir donné, supposons que quelqu'un, puisque vous dites au départ, c'est ce que vous avez dit à tout le monde, si on a donné les frais d'indemnisation à un propriétaire, pourquoi encore revenir le 13 mars 2025 pour nous dire on a trouvé des terrains, on va reloger encore ces personnes? Et donc les premières sommes qui avaient été reçues là, ces sommes-là, comment vous allez les récupérer avant de leur donner les nouvelles sommes qui sont là? Ça fait qu'il y a trop de flou. Donc on vous demande, avec toute l'humilité, des payeurs d'impôts que nous sommes,
de sortir pour nous donner une communication claire. Sinon, moi je perçois ça comme du vol. Et ça, je préfère dire directement ce que je pense. Parce que la méthode est totalement confuse. Sujet numéro 2. Un homme de Dieu ne devrait pas dire ça. Réaction sur l'abbé Norbert Abékan. Fonctionnaire à la retraite depuis 2022, K.A. réagit à une des sorties de l'abbé Norbert Abékan en rappelant, après de contre-vérités, que toutes les populations de Côte d'Ivoire ont fait leur part dans la construction de la nation. Et donc, celui qui vous parle, il se fait appeler K.A. Il dit qu'il est fonctionnaire à la retraite depuis 2022. Et il dit qu'il a quelque chose à dire à l'abbé Norbert Abékan. Et que les contre-vérités, quand on dit contre-vérité, ça veut simplement dire mensonge. Et donc les mensonges de l'abbé Norbert Abékan, qui tendent à faire croire que c'est Abidjan seul qui a encaissé le sacrifice de la construction de la Côte d'Ivoire, il dit qu'il va donner sa part de vérité. L'article est tiré d'afriquepresse.fr pour ceux qui voudraient vérifier. Et donc, quand vous entendez certains parler comme Laurent Gbagbo, comme certains Atchan, comme certains individus, comme des manipulateurs, vous avez l'impression qu'ils ne sont pas contents qu'Abidjan soit ce qu'elle est aujourd'hui. Hey, si vous n'êtes pas content qu'Abidjan soit cela là, demandez aux autres populations qui n'auraient pas aimé que Abidjan soit dans sa région. Qui n'aurait pas aimé que la ville d'Abidjan la soit dans sa région. Arrêtez d'être des hypocrites. Si vous n'aimez pas ce qu'Abidjan est devenu aujourd'hui là, vous pouvez simplement aller dans l'anti-développement. Je ne parle même pas de sous-développement. Allez dans l'anti-développement. Allez vivre dans la période de la pierre taillée. Et donc on retrouve des politiciens et des religieux malhonnêtes en manque d'inspiration et qui s'éloignent de Dieu lui-même pour faire le travail de Satan, mais qui se prennent pour des fonctionnaires du bon Dieu. Exemple, Norbert Abékan. Exemple, Laurent Gbagbo. Des individus toujours dans la manipulation en pensant qu'ils vont atteindre leurs objectifs inavoués. Parce que pour eux, certains religieux catholiques, il faudrait que le catholicisme revienne à la tête de l'État. Il faudrait qu'on ait un chef d'État chrétien. Là, comme ça, eux là, ils vont faire leur mangement et puis leur gombo va bien glisser. Parce qu'eux, ils ne sont pas contents actuellement là. Le fait qu'on traite toutes les religions sur la même longueur d'onde là, eux, ça ne les arrange pas. Et c'est pourquoi eux là, eux, ils soutiennent ceux qui sont chrétiens. Ils n'ont pas le courage de le dire pour qu'eux, ils puissent manger. C'est-à-dire, ils puissent avoir des formes de corruption. Et donc, en arrière-plan, ils recherchent une volonté de puissance pour qu'eux ils soient mis au-dessus des autres religions. C'est ce que ces personnes-là, ces catholiques-là recherchent. Ce ne sont pas tous les catholiques, mais c'est certains leaders catholiques. Et c'est pourquoi ils agissent comme ça. Dans le débat, pour ou contre la démolition des sites précaires, dangereux, légaux ou illégaux, entreprise par l'État de Côte d'Ivoire, la position de l'abbé Norbert Abékan a particulièrement retenu mon attention parce qu'il est homme de Dieu et a dit des choses pas très catholiques, voire des contre-vérités qu'il ne devrait pas dire. Et donc, M. K a dit qu'il y a eu le débat sur la démolition des quartiers précaires. Et quel que soit ce que l'on dirait, il dit ce qui a retenu son attention, c'est quand M. Norbert Abékan est sorti. Il a parlé. Et supposément homme de Dieu, il a dit des choses pas catholiques. Il a dit des choses, des mensonges, alors qu'il n'aurait pas dû. En effet,
dans sa réaction à cette démolition, le prêtre a accusé l'État de vouloir démolir son village à Nono, ce qui est faux. Il dit donc, Norbert Abékan est sorti. Je ne sais s'il a reçu un document, ou bien s'il a reçu une vision, ou bien s'il a reçu une révélation. Il est sorti et il dit, ah, le gouvernement actuel là veut casser mon village à Nono. Il veut casser mon village. Ils veulent le détruire pour effacer les traces de ses ancêtres. Et il a laissé entendre que ses parents Ébrié ou Achan ont été victimes du développement rapide et tentaculaire de la ville d'Abidjan sans compensation réelle ou suffisante. Il dit donc l'État veut casser son village. Quand on va casser son village là, les traces de ses ancêtres vont disparaître. Quand les traces de ses ancêtres vont disparaître là, eux vraiment ils ont été victimes d'un développement qui a été trop rapide et qui s'est trop vite agrandi et ils n'ont jamais été compensés ou bien ils trouvent que la compensation n'est pas suffisante. Voyez-vous l'attitude des gens malhonnêtes? En même temps que tu dis que tes ancêtres vont disparaître, tu dis que vous n'avez pas été compensé à la juste hauteur. Ou bien même que ça a été sans compensation. Bon, comme tu as parlé comme ça là, quels sont les coins d'Abidjan, même s'il y a 1 cm² qui a été occupé, sans que vous ne rentriez dans vos droits, venez le dire à tout le monde ici et donnez les preuves. Et saisissez l'autorité. Si l'autorité n'arrive pas à vous indemniser, là, en ce moment-là, vous pouvez dire que voilà tel endroit, on n'a jamais reçu de compensation. Dans d'autres endroits, il dit que les compensations n'ont pas été suffisantes. Mais frère, moi je vais te dire, vous les Ébriés là, qui ne sait pas que vous êtes les hommes les plus malhonnêtes de la Côte d'Ivoire? Vous les Ébriés là, vous êtes les plus malhonnêtes. Vous avez transformé vos vies en vente de terrain. Vous avez aujourd'hui, c'est comme si vous là, vous naissez avec la terre. Qui ne vous connaît pas en Côte d'Ivoire? C'est votre sport favori. Vous respirez la vente des terrains comme si quelqu'un respirait l'air. Aujourd'hui là, tout le monde connaît et tout le monde le sait. Et c'est devenu une habitude pour vous. Vous revendez un terrain, vous pouvez le revendre à 3, 4, 5 personnes. Et ce n'est pas sérieux. Et quand un soi-disant fonctionnaire du bon Dieu comme toi se met aujourd'hui à soutenir ses comptes vérités, ses mensonges honteux, c'est la chose la plus dégradante. Victime de l'urbanisation d'Abidjan, oui, mais sans compensation, c'est inexact. Et donc, l'intervenant dit que oui, Abidjan s'est urbanisé, mais dire que les Ébriés n'ont pas reçu les compensations, c'est comme si les gens étaient allés tomber sur eux, ils ont pris leur terre et puis ils ont développé sans même s'occuper d'eux. Cela ne s'est jamais fait. Donc l'abbé Norbert Abékan est en train de mentir. Laisser entendre ou croire qu'un groupe ethnique en Côte d'Ivoire est brimé, est dangereux pour la cohésion sociale et joue contre la construction de la nation ivoirienne, tel que le président Félix Houphouët-Boigny, qui a été le président de tous les Ivoiriens, l'a conçu. Un prêtre, donc homme de Dieu, ne devrait pas dire ça. Et donc, dans ces fantasmagories, dans ces lubies, l'individu qui est en réalité quelqu'un qui est en train de faire le combat de l'opposition, fait croire que les Achan, ou si vous voulez les Ébriés, c'est la même chose, sont brimés. Ça veut dire aujourd'hui, ils se sentent dépouillés de tous leurs droits. Et cela joue contre la cohésion sociale. Allez demander à vos parents Ébriés là, si vous n'aimez pas le développement d'Abidjan là, mais il y a la brousse à côté, allez dans la brousse, vous allez vivre comme les hommes sauvages. Ça aussi c'est possible. Dites au gouvernement, le développement d'Abidjan là, nous on n'aime pas. Trouvez-nous un espace avec la même taille, la même hauteur, quelque part en brousse. Et puis on va déménager là-bas. Et puis affaire d'Abidjan, on ne va plus parler de ça. Vous faites ce que vous voulez avec. Si vous n'aimez pas le développement, comment on peut être malhonnête comme ça? Si vous n'aimez pas le développement là, dites au gouvernement, comme vous nous brimez, nous on n'aime pas ça. Nous on aime vivre comme des hommes sauvages là. Trouvez une brousse. Abidjan là, prenez la taille. Quand vous aurez la taille là, la Côte d'Ivoire fait 322 470 km². Trouvez une forêt classée
où tout est à refaire là-bas, là. Nous, on va déménager là-bas et puis on va vivre comme des hommes sauvages et puis ça sera la compensation d'Abidjan. Je me permets en tant que citoyen ivoirien, non membre de partis politiques et ancien haut fonctionnaire entre 1982 et 2022, de rétablir ici la vérité que les habitants des sites touchés ont été informés suffisamment à l'avance à la date de démolition, perçu des dédommagements appropriés pour ceux qui en avaient le droit et ont été souvent maintes fois relogés, cas des gens de Boribana et ancien Washington, en contrebas du lycée technique d'Abidjan autrefois. Les propriétaires terriens des sites détruits par les tracés des premiers ponts Félix Houphouët-Boigny, deuxième pont général, troisième pont Henri Konan Bédié et quatrième pont du métro d'Abidjan et autres infrastructures économiques ont été dédommagés et en bonne et due forme. Et donc, le monsieur nous dit que lui, il est un ancien fonctionnaire, un haut ancien fonctionnaire entre 1982 et 2022. Et que lui, il parle en tant que quelqu'un qui n'est pas lié à un parti politique. Et donc, il parle simplement en tant qu'un citoyen. Il nous dit que toutes ces zones que je viens de citer, que les gens qui avaient des ACD ont reçu leur indemnisation, etc., etc. Contrairement à ce que le Conseil des ministres du 13 nous dit. Mais prenons l'article comme il le dit. C'est à la fois un devoir et une obligation de par la loi de l'État ivoirien de le faire. Pour arrêter de nombreuses morts, particulièrement en saison de pluie, l'État a aussi le devoir de déguerpir les populations des sites dangereux, versants abrupts, des collines sans aménagement, installation des câbles électriques de haute tension, bas-fonds insalubres et des occupations illégales d'espaces publics. Pourtant, je trouve déplorable la propension de certains Ivoiriens qui, pour des raisons politiques ou idéologiques, se mettent du côté des faussaires, qui ne respectent pas les principes et lois de la République en s'installant de façon anarchique ou illégale et qui crient au loup et à la trahison quand l'État les rappelle à l'ordre. Il dit donc que pour lui, il a du mal comme des gens comme Abékan se cachent derrière des raisons politiques ou idéologiques pour soutenir la forfaiture. Il dit que lui, cela a du mal à passer chez lui. Le développement d'un pays entraîne l'urbanisation qui engendre des coûts pour les populations qui sont les propriétaires des terres. Dans le processus d'urbanisation rapide du district d'Abidjan, les 60 villages ébriés ont perdu des centaines de milliers d'hectares de terre. Depuis toujours, l'État s'est évertué à les dédommager autant que possible dans les lotissements des différents quartiers d'Abidjan. Des parcelles sont toujours concédées aux ressortissants des villages qui les morcellent et les vendent pour leur propre compte. Il dit partout où des terrains ont été mis dans le domaine public, dans tout Abidjan, les 60 villages ébriés qui sont dans le district d'Abidjan, quand le gouvernement a toujours fait les tracés, non seulement il y a des droits coutumiers qui ont été versés aux communautés villageoises, mais en même temps, en plus, quand on faisait les lotissements, il y a des parcelles qui sont toujours données aux communautés villageoises. Et ces communautés villageoises-là revendent ces terrains-là et les morcellent ou bien font ce qu'elles veulent avec. Mais pourquoi vous avez accepté de prendre les frais de dédommagement qui ont été remis aux comités villageois? Pourquoi vous avez accepté de prendre après les lotissements, les terrains qui vous ont été concédés? Si vous n'aimez pas qu'Abidjan soit urbanisé. En plus de ces terrains concédés, ils ont souvent perçu des fonds versés par l'État. C'est ce que les spécialistes du foncier appellent les purges pour des droits coutumiers des villageois, propriétaires terriens. Est-ce que l'État ne vous a pas versé des purges en tant que propriétaire terrien? Est-ce qu'ils sont venus vous en arracher? Est-ce que vous n'avez pas accepté de donner vous-même d'abord?
Ce type de compensation spécifique pour nos frères ébriés n'a jamais eu lieu dans l'urbanisation d'autres grandes villes du pays, sauf erreur de ma part. Pour le cas de la ville de Bouaké, que je connais le mieux, nos parents du canton Fafoué, propriétaires terriens des sites de la ville de Bouaké, n'ont jamais été dédommagés ni en numéraire ni en parcelle de compensation des lotissements. Plus que partout à l'intérieur du pays, nos parents ébriés ont davantage bénéficié du développement en termes d'amélioration de l'environnement, d'infrastructures économiques et socio-économiques, de la qualité de vie, de commodités en tout genre. Mais le prix à payer en contrepartie du développement et de la Côte d'Ivoire et de l'amélioration relative de leur bien-être, c'est bel et bien la perte partielle de leurs terres. Mais d'autres peuples de Côte d'Ivoire ont fait des sacrifices tout aussi grands pour le développement économique et l'amélioration du bien-être collectif que ceux de nos frères ébriés. Les populations de Kossou, les populations de Béoumi, de Bio, etc. ont vu des centaines de milliers de leurs terres avalées, les sites de leurs anciens villages engloutis sous l'eau et leurs cimetières et leurs lieux sacrés par la construction de barrages hydroélectriques pour donner de l'électricité à tous les Ivoiriens. Ils ont fait aussi leur part de sacrifice pour le développement de la Côte d'Ivoire sans récriminer contre l'État ni se plaindre. De l'époque coloniale jusqu'en 1970, les planteurs de café et de cacao ont fait le plus grand sacrifice. C'est le prix surtaxé du café et du cacao, initialement planté dans les régions d'Aboasso, d'Abangourou, d'Anibilekro, de Daoukro, Ouélé, Bokanda, Bongwanou, Mbayakro et Prikro, zone appelée la boucle du cacao à l'époque, qui a alimenté le budget de l'État, qui a construit des écoles, des dispensaires et hôpitaux, des routes et des ponts, financé des bourses d'études pour que les enfants aillent à l'école partout en Côte d'Ivoire. Donc si les ébriés pensent que c'est eux là, chaque fois parce qu'ils sont malhonnêtes, eux veulent que chaque fois qu'eux ont besoin d'argent, ils crient, c'est devenu une habitude pour eux, c'est devenu un commerce. Un terrain qu'ils ont vendu à quelqu'un, ils vont aller dans t'as pas vendu. Eux vivent de malhonnêteté. Maintenant, quand c'est l'État, c'est qu'ils ont déjà là, comme si l'État, tout ce que l'État fait sur papier. Donc vous ne pouvez pas mentir à quelqu'un. Et comme si c'est eux seuls qui souffrent en Côte d'Ivoire, comme si on leur arrachait leur terre alors que toutes les preuves ont été évoquées. Mais il faut rappeler l'histoire de la Côte d'Ivoire. Chaque région a fait sa part de sacrifice. Pour le développement de la Côte d'Ivoire, chaque région a fait aussi son sacrifice. Allez demander aux populations de Kossou, de Béoumi et autres, les barrages de Soubré et autres, les centaines de villages qui ont été déplacés. Allez demander à ces populations-là, dans les années 70, le café et le cacao, là, c'était plus cultivé dans l'est de la Côte d'Ivoire. À Boasso, à Bangourou, à Nibilekro, Daoukro, Ouélé, Bokanda, Bongwanou, Mbayakro, Prikro. À l'époque, on appelait cette zone-là la boucle du cacao. Mais, après un certain temps, on va déporter les planteurs de cacao vers le sud-ouest. On va occuper des centaines d'hectares, voire des milliers. Mais est-ce que ces gens-là se sont plaints? Et grâce à la culture de ce cacao-là, on a construit des écoles, on a construit des dispensaires et des hôpitaux, des maternités, des routes, des ponts. On a financé les bourses d'études des enfants de la Côte d'Ivoire. Et donc là, vous n'êtes pas les seuls qui avez payé le prix du développement de la Côte d'Ivoire. À un moment, il faut qu'on vous dise ça clairement. Et donc là, vous énervez les gens et votre mensonge là, ça n'intéresse personne. Si vous n'aimez pas le développement, vous pouvez aller dans une forêt classée. Vous les ébriez là. Là, on va savoir que vraiment, vous n'aimez pas Abidjan. Encore aujourd'hui, ces produits sont largement cultivés à l'ouest du pays et contribuent largement aux ressources publiques, au bénéfice de tous. Et non seulement le café et le cacao aujourd'hui sont cultivés dans le sud, mais aussi à l'ouest. Et leurs cultures permettent à l'État de générer des taxes. Et ces taxes ou impôts, si vous voulez, permettent de renforcer les caisses de l'État
et aussi d'aider les citoyens que nous sommes. C'est cela une nation. Alors que M. Abékan accepte sans récrimination les parts de sacrifice de nos parents ébriés. Donc là, Abékan, ton cœur qui est chaud là, faut boire l'eau glacée. Parce que tu es malhonnête. Pourquoi tu ne vas pas dans une brousse pour aller vivre? Si tu es trop fâché là, faut essayer de boire un peu d'eau glacée. Parce que tout le monde sait que vous mentez aux gens. Comme s'ils n'aiment pas de la manette, comme s'ils n'aiment pas Abidjan aujourd'hui. Si c'était possible, là, on allait prendre Abidjan, là, aller déposer dans une autre région. Et puis on allait vous donner votre sous-développement. Et puis on allait voir comment vous allez réagir. Mais toi-même, tu sais qu'au fond, là, tu n'es pas sérieux. En fait, là, vous avez développé une malhonnêteté. Chaque fois, vous revendez les mêmes choses. Il faut continuer à harceler les gens. Mais à un moment, il faut qu'on vous dise la vérité. On en a marre de vous. La Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny doit être une et indivisible avec des devoirs, des sacrifices et des droits partagés. Quand on décide de vivre dans une nation, là, chaque citoyen doit avoir des devoirs et des droits. Dans les devoirs, là, chacun fait aussi des sacrifices pour qu'on puisse tous avoir les mêmes droits. Le prétendu homme de Dieu qu'il serait doit avoir le sens. Ce n'est pas le journal qui dit ça, c'est moi-même qui dis ça. Parce que moi, je ne le considère pas comme un homme de Dieu. Doit avoir le sens de la recherche de la vérité, de la mesure et de l'impartialité. Quand tu dis que tu es un homme de Dieu, là, tu recherches la vérité. Quand tu as la vérité, là, tu la dis. Et regardez comment je viens de tacler le gouvernement. Et là, il va falloir qu'ils sortent pour nous dire clairement s'ils avaient dédommagé ces personnes ou pas. Pourquoi on va cacher la vérité? C'est pas moi qui crée les événements. Pourquoi j'aurais intérêt à cacher quelque chose? C'est l'ensemble des événements qui se déroulent, c'est ce que nous prenons, nous présentons aux gens. Et quelqu'un qui se dirait homme de Dieu, qui est incapable de chercher la vérité et d'être impartial, mais tu es un suppôt du diable. C'est à cette seule condition qu'il serait mieux, qu'il servirait mieux Dieu, la nation ivoirienne et ses frères. Et donc, c'est là que prend fin l'article. On termine avec le troisième article qui est tiré de Kwasi.com. Inspection générale des ministères. Ndoli Awa dénonce les audits parallèles commandités en interne. Tiemoko Mele promet de rendre compte au président Ouattara. Donc, l'inspecteur général d'État, M. Awa Ndoli, dit qu'il y a certains ministères qui font des audits en interne et que c'est une chose bizarre. Il a parlé de cela avec le vice-président. Et le vice-président dit qu'il va informer le président de la République. Le rapport annuel au titre de l'année 2022 de l'Inspection générale d'État et des structures membres du corps du contrôle de l'ordre administratif est désormais prêt. Awa Ndoli Théophile, inspecteur général d'État, l'a remis ce jeudi 14 mars 2024 au vice-président Tiemoko Mele Kone au cours d'une cérémonie qui s'est tenue au palais présidentiel où il représentait le président de la République. Le rapport annuel de l'année 2022 qui a été réalisé par l'inspection générale d'État, là, quand ils ont fini le travail, hier, jeudi 14 mars 2022, ils ont organisé une cérémonie au palais de la présidence et puis ils ont remis ce document-là au vice-président. Ce rapport concerne l'inspection générale des finances ainsi que les inspections générales des ministères. Le rapport qui a été remis là, on dit la gestion générale des finances de l'État là, ça parle de ça. Et puis l'inspection générale des ministères, ça concerne aussi la vérification de la gestion des différents ministères. Voilà les deux choses qui sont dedans. Comment notre argent est géré et puis comment les ministères sont gérés. C'est ce que ce document-là comprend.
C'est ce qui est dans le document là. Il vise à rendre compte des missions d'inspection, de contrôle et d'audit interne effectuées dans les services publics centraux, déconcentrés et décentralisés, les services parapublics, les établissements publics nationaux, les sociétés d'État et les sociétés à participation financière publique. Il dit donc dans ce document qui a été remis au vice-président, ce sont des gens de l'inspection générale de l'État qui ont mené des enquêtes. Ils sont partis, ils ont fait des enquêtes, ils ont fait des contrôles, ils ont fait des audits et ils ont aussi vérifié le fonctionnement de certaines entreprises d'État, de certaines entreprises parapubliques, de certains établissements publics nationaux, de certaines sociétés de l'État, ou mieux des sociétés où l'État de Côte d'Ivoire a son argent dedans. Et donc là, c'est ce résultat-là qu'ils ont mis dans le document-là pour remettre au vice-président. Awa Ndoli Théophile a indiqué que, de manière générale, l'IGE, l'IGF, les inspections générales de régie financière, de la CEADP, la cellule d'évaluation et de doute des dépenses, audit des dépenses publiques, et le IGM ont réalisé au total 225 missions de contrôle au cours de l'année 2022. Il dit donc que les différents secteurs qui sont dans l'inspection générale de l'État, il y a plusieurs secteurs. Il y a l'IGE, il y a l'IGF, il y a la cellule d'évaluation et d'audit des dépenses, il y a l'IGM. Il dit ils ont fait 225 missions. Ça veut dire ils sont partis 225 fois dans toutes ces structures qu'on vous a citées pour mener des enquêtes. Il a révélé qu'au total, 102 recommandations ont été formulées par l'IGE. IGE veut dire Inspection Générale d'État au titre de l'année 2022 et sur ce nombre, 71 ont été mises en œuvre, soit un total global de réalisation de 70%. Et donc quand ils ont fini de faire leurs enquêtes, quand ils ont des conseils à donner là, sur les 225 missions, il y a 102 conseils qu'ils ont eu à écrire dans ce document depuis 2022. Et sur les 102 conseils ou recommandations qu'ils ont eu à émettre, il y a 71 qui ont été appliqués. Donc, ça veut dire 70% des conseils donnés ont été appliqués. Ce taux est en nette hausse par rapport à 2021 où il était de 67% et à 40% il y a à peine 5 ans, c'est félicité l'inspecteur général de l'État. Il dit contrairement à 2021, le fait qu'on ait pu atteindre 70% de la mise en œuvre des recommandations, il dit que ce n'était pas le cas en 2021. En 2021, l'ensemble des recommandations, l'ensemble des conseils qui avaient été donnés, c'est seulement 67% qui avaient été mis en pratique. Mais quand on va 5 ans plus loin, en arrière, les recommandations qui venaient de l'IGE, c'est seulement 40% qui étaient appliquées. Donc, il y a une nette amélioration. Les décisions qui sont prises sont appliquées. Et cela est déjà bon. Selon Awa Ndoli Théophile, certains membres du gouvernement commandent des audits à des cabinets privés dans des structures qui viennent à peine d'être auditées par l'IGE ou l'IGF ou la CEDEAP ou sont en train de l'être. Mais M. Awa Ndoli Théophile dit qu'il y a quelque chose de bizarre qui est en train de se passer. Il y a quelque chose de suspect qui est en train de se passer. Il y a quelque chose de louche qui est en train de se passer. Il dit qu'il y a certains membres du gouvernement actuel qui font des audits, ils prennent des cabinets privés et ils viennent faire des audits de certaines structures. Alors que ces mêmes structures-là avaient déjà été auditées par l'IGE, l'IGF et la CEDEAP. Et là, il dit que c'est quelque chose qui est assez bizarre quand même. Pourquoi ces membres du gouvernement se permettent cela? Est-ce qu'ils le font en connaissance, est-ce qu'ils le font en collaboration
avec d'autres membres du gouvernement, il dit c'est une chose assez bizarre. Il y a sur ce point un manque évident d'harmonisation et de synergie qui pourrait créer une redondance dans l'action de l'État, a-t-il déploré, tout en dénonçant le fait que les audits réalisés par les cabinets privés coûtent cher et très cher et constituent des ponctions sur les ressources de l'État qui auraient pu servir à d'autres choses. Il dit, puisque eux déjà, l'inspection générale de l'État, eux s'occupent de tout ça, quand d'autres personnes se lèvent pour venir faire des audits après, pendant ou avant leur travail, c'est comme si on dépensait l'argent plusieurs fois. Parce que les audits, là, ça coûte cher. Et donc, est-ce que ce n'est pas une nouvelle manière de voler l'argent? Il dit sur ce point-là, non seulement ça donne l'impression qu'il n'y a pas une harmonisation du travail. C'est comme s'il y avait un désordre dans le travail. On refait le même travail 2-3 fois, mais on reprend toujours les mêmes sommes. Et donc, il dit que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas bon parce que ça coûte très cher à l'État. À l'en croire, une telle situation pourrait également naître un sentiment de harcèlement chez les entités auditées qui subissent sur la même période des audits des différents démembrements de l'État ou des structures commises par l'État. Il dit, quand quelqu'un a été audité, si on a confiance en l'inspection générale de l'État, pourquoi encore aller réévaluer, auditer encore la personne? C'est comme si on harcelait la personne. Et quand c'est comme ça, ça démotive ces personnes-là et ça les met dans des conditions où elles se disent, est-ce que ça vaut la peine de travailler correctement? À l'opposé, précisera-t-il, au niveau des organes de contrôle de l'ordre administratif, il existe une réelle synergie, puisque l'IGE, du fait des textes, coordonne et harmonise l'action de l'IGM. Il dit, mais d'un autre côté, il faut reconnaître qu'il y a une nette amélioration au niveau des organes de contrôle de l'ordre administratif. Mais simplement parce qu'il n'y a pas l'argent là-bas. C'est simplement parce qu'il n'y a pas l'argent là-bas. Il n'y a pas d'argent à voler. Et donc c'est pourquoi, de ce côté-là, il y a une synergie, tout est propre. On voit tout. De ce fait, celles-ci lui transmettent en début d'année leur programme d'activité, ce qui leur permet d'harmoniser toutes les interventions d'inspection et d'audit prévues par les uns et les autres à appuyer l'inspecteur général d'État. Comme le prescrivent les textes qui demandent de retracer les rapports, les difficultés rencontrées, Awa Ndoli Théophile a mis en lumière les difficultés dont les principales portent sur l'insuffisance du personnel et de bureaux et locaux pour l'IGE. Il dit de leur côté, en ce qui concerne l'inspection générale d'État, eux aussi ils ont des problèmes. Ils n'ont pas assez de bureaux, ils n'ont pas assez de personnel et aussi des difficultés sur l'insuffisance du personnel, comme je venais de le dire. Il dit ça aussi, il faut qu'ils signalent cela à l'État. De leur côté, les inspections générales des ministères, l'IGM, font face à de nombreux défis, dont ceux récurrents du manque de locaux, de moyens matériels et financiers, a indiqué Awa Ndoli Théophile. Ceux qui s'occupent de l'inspection des ministères, ce qu'on appelle IGM, eux aussi ils ont des problèmes. Ils n'ont pas assez de bureaux. Ils n'ont pas les moyens matériels et financiers. Ça veut dire pour certains, il n'y a pas de voiture pour aller vérifier. Pour certains, il n'y a pas assez d'argent pour financer leur travail. Il dit ça aussi, il était important de signaler. Pour sa part, le vice-président de la République a indiqué que la remise du rapport de l'IGE et des organes du contrôle administratif est un moment important qui atteste de l'effectivité des missions de contrôle et d'audit, gage de bonne gouvernance. C'est là maintenant que le vice-président est sorti pour dire
que le simple fait aujourd'hui de remettre ce rapport-là, ça prouve que l'IGE, qui fait partie du corps administratif, est en train de faire un travail important. Parce qu'on arrive à contrôler les ministères, on arrive à faire des audits. C'est aussi une part de bonne gouvernance qu'on est en train de mettre en place. Et cela est vraiment très cher au président de la République. Cette remise de rapport, a-t-il renchéri, constitue un examen de l'application des réglementations, des processus et des pratiques impliquées dans la prise de décision sur des questions d'intérêt majeur, notamment le bon fonctionnement des services, de l'administration et le bon usage des fonds publics. Il dit grâce à l'IGE et le travail qui est fait, comme aujourd'hui, c'est-à-dire hier où on lui remettait ce document-là, cela va permettre d'améliorer le travail du gouvernement sur certaines décisions parce que les recommandations et les conseils avec les événements qui sont retracés dans ces documents-là, si le gouvernement en prend connaissance, ça permet au gouvernement de prendre des bonnes décisions sur certaines questions essentielles pour la nation, mais ça permet aussi à nos différentes structures de l'administration de se mettre au travail, mais aussi de bien utiliser, de savoir qu'ils sont contrôlés, donc ils doivent faire le travail parce que chaque année, il y a un résultat qui est là, mais aussi de bien utiliser l'argent public qui est mis à leur disposition. Pour le numéro 2 constitutionnel, l'inspection générale d'État et l'ensemble des structures du corps de contrôle administratif telles que l'inspection générale des finances et les inspections générales des ministères se doivent de jouer leur partition afin d'assurer leur rôle de gardien des deniers publics et des éveilleurs de conscience pour consolider le bon fonctionnement des services publics et parapublics. Le vice-président dit à Awa Ndoli Théophile que l'inspection générale qui lui a confiée, avec aussi l'inspection générale des ministères, ils doivent continuer à faire leur travail sans avoir peur et sans être inquiétés parce que c'est eux qui sont les gardiens de notre argent. C'est eux qui sont les gardiens de notre administration. C'est eux qui sont les éveilleurs de conscience. Et que s'ils arrivent à bien faire leur travail, cela ne fera que créer le bon fonctionnement de nos administrations, la bonne gestion financière de nos fonds publics et ainsi de suite. Car, dira-t-il, les réformes structurelles entreprises par le chef de l'État, qui ont pour but de maintenir la dynamique de transformation de l'économie ivoirienne et d'améliorer les conditions de vie des populations, ne pourraient durablement soutenir la croissance et le développement du pays que si elles sont accompagnées d'efforts pour maintenir la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption au nombre des priorités. Il dit la création de l'IGE, de l'IGM et de toutes ces structures-là, ça ne s'est pas fait pour alourdir les charges de l'État, mais ils ont été créés, c'est pour que eux, ils puissent aider l'État en combattant la corruption, en combattant les mauvais comportements dans l'administration, en combattant les fraudes, en combattant les mauvaises habitudes. Tout en se félicitant de la hausse du taux de mise en œuvre des recommandations, l'homme de confiance du président Ouattara a exhorté les organes de contrôle du corps administratif à atteindre un taux de mise en œuvre bien plus élevé de l'ordre de 90%, voire 100%. Il dit à M. Awa Ndoli Raymond, le fait d'avoir atteint 70% de la mise en œuvre des recommandations, ça veut dire les conseils que M. Awa Ndoli, après avoir fait des enquêtes et des audits, a donné aux différentes entreprises. Et ces entreprises-là, sur les 225, si je ne me trompe, les 100 et quelques qui ont été appliqués, ça faisait un ordre de 70%. Il dit c'est bien. M. Kone Mele dit c'est bien. Il dit mais il faut encore plus forcer les entreprises à adopter les bons comportements, à appliquer les décisions qui leur sont données jusqu'à hauteur de 90%, voire même 100%. Réagissant au constat de l'IGE, notamment en ce qui concerne la multiplicité des audits commandés par divers ministères sur des EPN et des sociétés, Tiemoko Kone Meile a rassuré que des dispositions seront prises afin qu'il y ait plus d'harmonie et de lisibilité au niveau des audits réalisés pour le compte de l'État. Maintenant, en ce qui concerne le fait que
il y a plusieurs audits qui sont faits sur les mêmes sociétés d'État ou bien les mêmes entreprises ou bien les mêmes corps. Le vice-président a dit à M. Ndoli Théophile qu'il va informer le chef de l'État afin que ces multitudes d'audits qui sont réalisés là, on puisse les mettre en harmonie pour qu'il y ait une clarté et pour qu'on sache où on va. Enfin, je tiens à vous rassurer que les constats de dysfonctionnement relevés dans votre rapport ainsi que les recommandations formulées feront l'objet d'un compte rendu à son Excellence le Président de la République en vue des décisions qu'il lui plaira de prendre, a conclu le vice-président de la République. Et le vice-président de la République, avant de se séparer, a finalement dit à M. Théophile Ndoli qu'il peut lui faire confiance. Les manquements, les failles, les déficits, avec les constats qu'il a faits et qu'il a mis dans ce rapport-là, lui en tant qu'économiste, ancien gouverneur de la BCEAO, lui aussi, là, il a sa connaissance dans le domaine. Et surtout avec les recommandations qui ont été mises en place, il va faire un compte rendu exact au chef de l'État. Et comme les deux sont des économistes, ils vont se donner des idées, mais les dernières décisions qui seront prises par le chef de l'État seront celles-là qui auront droit de citer, a conclu le vice-président de la République. C'était un article tiré de Kwasi.com. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. Vous nous permettrez d'aller directement à l'éditorial des Mères Blancs. Et quand on aura fini l'éditorial, très rapidement, ceux qui veulent prendre la parole, on va vous l'accorder et on pourra mettre le plus tôt possible fin au direct pour que nous autres aussi on puisse reprendre la route du travail. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Pour qui sait attendre ». Les livres saints nous apprennent que nous paierons tous nos péchés une fois morts. La mort devient ainsi la condition sine qua non pour cette justice. Dieu disposerait d'un pèse-péché avant de nous condamner au paradis ou à l'enfer. Mais il faut être mort. C'est cela la justice verticale. Elle vient du ciel et nous retrouve dans notre tombe. Cependant, une autre forme de justice existe. Celle-là, elle est horizontale, c'est-à-dire qu'elle part d'un individu à un autre individu, à l'encontre d'un autre humain. Cette justice est notre préférée, nous les élèves de la classe éclaireur Pro-Vérité. Voyez-vous, Bédier s'en est allé tranquillement en nous laissant le scandale du et où. Sera-t-il jugé? Il faut être mort pour le savoir. La justice verticale est rendue sur terre du vivant du fautif. Elle est concrète et elle apaise la victime et amenuise chez elle ce sursaut de vengeance qui ne la quitte jamais. Imaginez une nation qui rend justice au compte-gouttes, un pays où chacun rumine sa soif de vengeance, un gouvernement qui juge qu'un assassin peut être excusé. Il suffirait pour lui de s'exiler un temps pour revenir jouir d'un rappel de tous les mois de salaire qu'il n'a pas travaillé du reste et le laisser par-dessus tout s'exprimer en public en tenant des propos infâmes. En attendant que chacun se rende justice pour un tort qui lui a été fait, reconnaissons que nous vivons dans une société ivoirienne hautement incandescente. Que Dieu nous protège. Merci et à bientôt. Merci infiniment, chère mère. Merci et Juma Mubarak à vous, ainsi qu'à tous les musulmans du monde. Et véritablement, nous sommes assis sur des braises.
en Côte d'Ivoire. Parce qu'aucun régime n'a cherché à faire de la justice un porte-étendard qui pourrait propulser notre nation vers des lendemains, je dirais, calmes. Chacun a cherché à ruser avec la justice. Quand on n'a pas érigé l'injustice en mode de fonctionnement, avec Laurent Gbagbo, on utilise la justice comme un instrument de jeu où on essaye de faire plaisir selon que les puissants ou les faibles. Et en fonction des intérêts du moment, on se dit et on se dédie comme avec le régime actuel. Et avec ça, on ne sait jamais qui a fait quoi. Aujourd'hui, tout le monde a raison en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout le monde a tort. Il suffit simplement de se mettre d'un côté ou de l'autre. J'ai tout récemment vu une émission du fils de Dagouloula qui disait exactement les mêmes choses comme moi. Et demain, lui pense qu'il a raison. Moi aussi, je pense que j'ai raison. Mais demain, si on a une opportunité, on va s'entretuer. C'est cette Côte d'Ivoire-là que nous sommes en train de construire. Et Mère Blanc l'a bien dit, la justice de Dieu, il faut être mort pour entrer au paradis ou en enfer. Mais souvent, cette justice-là, on ne peut pas l'attendre. On ne peut pas se donner le luxe d'attendre cette justice-là. C'est pourquoi Dieu a fait de nous des gens intelligents, des gens sensés, capables de prendre des décisions. Quand un être humain sera volontairement incapable de prendre des décisions pour améliorer son avenir et son quotidien, comment est-ce qu'on peut qualifier cet être humain? On le qualifiera simplement d'individu défaillant à toute vie. Et une nation qui est défaillante, qui fait le choix volontaire de ne pas appliquer la justice, est une nation défaillante qui ne s'expose au minimum qu'à la reprise des mêmes méfaits, sinon pire. Et c'est à cela aujourd'hui que va la Côte d'Ivoire. On a décidé volontairement de nous amuser avec la justice. Mais demain, là, il y aura une guerre civile qui va nous conduire à un génocide. Je préfère dire la vérité, hein. Peut-être que mes propos sont durs. Mais tôt ou tard, si on continue comme ça, ça va rattraper la Côte d'Ivoire. Parce que tout le monde a raison. Et personne n'a tort. Mais qui va laisser sa raison à l'autre? Et donc tous les cœurs sont surchauffés. Parce que l'État qui était le Léviathan, qui devrait mettre la mesure, a été défaillant. Et je parle du gouvernement du président Alassane Ouattara. Et on veut blaguer les gens, non, laisser Dieu à des miracles. Non. Dieu ne s'occupe pas de ce que les humains doivent faire. Dieu, sa justice, là, c'est quand vous serez mort. Mais la raison qu'il vous a donnée pour pouvoir choisir le bien et le mal, là, si vous n'utilisez pas cette raison-là pour essayer d'arranger votre société, ce n'est pas Dieu qui va descendre pour venir le faire. Et donc, bonne chance à la Côte d'Ivoire, mais que personne ne soit surpris. Nous sommes sur un volcan et tôt ou tard, ça va exploser. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. Nous avons exactement 50 minutes qui nous restent. Que ceux qui voudraient appeler aient cela en tête. Ne soyez pas longs, sinon vous allez me pénaliser pour être à temps au boulot. Et donc, soyez bref, allez à l'essentiel et puis laissez la parole. Les jours où on a le temps, on laisse le temps. Mais aujourd'hui, on n'a pas de temps. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Donc, quand vous venez parler, même si vous pouvez parler en moins de 5 minutes, faites-le, laissez la parole. Plus tôt on finira, mieux ce sera pour moi. Pour que les autres jours à venir, où on a beaucoup de choses à dire, si on a du temps, on laissera aussi les uns les autres s'exprimer. Et donc, déjà, nous allons débuter avec les premières personnes qui se sont signalées. Alors? Allô? Oui, bonjour le grand maître, comment allez-vous? Oui, bonjour grand frère, ça va bien? Ok, ça va très bien. Chez vous-même? Oui, ça va, Dieu merci. Ok, Dieu merci. Donc, on vous laisse la parole. Ok, bonjour à vous grand frère, bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Moi, je vais aller rapidement sur trois thèmes, je ne serai pas long, comme vous devez aller au travail. Mon premier thème, c'est concernant nos papas. Okay? Donc, suivez-moi très bien, vous allez comprendre ce que je vais dire. Vous savez, grand frère, quand on était petit, là, notre papa, quand il sortait pour aller travailler, il venait, il donnait popote à notre maman, maman cuisinait, on mangeait. Notre papa, il payait le courant, on était content, il payait les factures, on était content. Quand c'était la rentrée, là, il payait les fournitures pour qu'on aille à l'école, on était content. Mais de la façon que notre papa, quand il sort pour aller travailler, là, la façon qu'il souffre, là, nous, on ne savait pas. Notre papa, il s'est sacrifié pour nous, pour qu'à la maison, on soit à l'aise. Mais l'effort que notre papa faisait dehors, là, déjà, nous, on n'était pas au courant. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, chers parents, écoutez-moi très bien, on a des papas. On a un papa assez spécial qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Ce papa-là, qu'est-ce qu'il fait? Depuis 2011, notre papa nous garde dans la paix. Chers parents, ce n'est pas parce que les gens n'essaient pas de gâter le pays, hein. C'est parce qu'on a un papa qui essaie d'assurer notre sécurité. Et comment il fait pour assurer notre sécurité, c'est Dieu seul qui sait. Comment il souffre pour assurer notre sécurité, c'est Dieu seul qui sait. On a notre papa qui se bat pour qu'on ait courant, qui se bat pour qu'on ait l'eau, qui se bat pour qu'on ait des universités, qui se bat pour qu'on ait des stades avec des normes internationales. Il y a des pays à côté, ils n'ont même pas intérêt même pour faire des compétitions internationales. Mais comment ils souffrent pour avoir ces terrains-là? Tous ces trucs-là pour nous, est-ce que vous savez même un peu? Est-ce que vous savez? De la façon que nous, notre propre père se battait pour aller chercher popote, pour aller chercher l'argent pour nous mettre à l'aise à la maison là. Notre président, notre papa Alassane Dramane Ouattara, il se bat comme ça au quotidien pour que nous soyons à l'aise en Côte d'Ivoire. Si vous savez à quel point il y a des pays qui sont en trouble, vous allez vous asseoir pour dire merci au président Alassane Dramane Ouattara. Chers parents, on va regarder le président, notre papa Ado. On va prendre un autre papa qui essaie de forcément nous gouverner. Il n'a pas son nom sur la liste électorale et il veut forcer. Il s'appelle Gbagbo. Est-ce que vous êtes prêts à aller chercher ce papa-là vous vous souvenez tous, hein, on était à la maison, au lieu de chercher à nous donner à manger, il partait danser à la rue Princesse. Est-ce que ça là, c'est un papa qu'on doit surveiller? Est-ce que c'est un papa qu'on doit suivre? Un papa qui s'arrête, qui dit 1000 mots à gauche, 1000 mots à droite, moi je m'en fous. Un papa, on a besoin de se soigner. Il dit il s'en fout. Il n'augmente pas le salaire des médecins pour nous soigner. Il dit il s'en fout de ça. Est-ce que ce monsieur-là, ce babo-là, vous allez accepter encore que ce gars-là se mette pour notre papa encore? On doit dire non. Et je sais que vous savez que ce monsieur-là pourra pas nous aider. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de prendre des mercenaires pour venir créer des troupes, pour faire croire comme si on le soutient. Chers Ivoiriens, n'acceptez pas cela. On a un papa qui fait notre bonheur, qui s'appelle Ado. Il faut qu'on reste derrière lui pour qu'il continue à nous aider. Ça, c'est sur ce point-là. Deuxième point, rapidement, pour aller vite. Grand frère, vous avez parlé des fonds qui vont donner pour indemniser les gens. Moi, ma crainte là, vous l'avez dit, hein, est-ce que vraiment ces fonds-là vont aller aux ayants droit? Souvent, je me demande si les cadres là ne travaillent pas contre le président même. On a vu le cas des maisons sociaux. Qu'est-ce que ça a donné? Fiasco. On a vu le cas des filets sociaux. Qu'est-ce que ça a donné? On ne sait même pas quels sont ceux qui ont droit à ça. On a vu le cas des indemnisations des déchets toxiques. Ceux qui avaient droit à ces indemnisations, est-ce qu'on leur a donné l'argent là? On ne sait pas. Mais comment ça se fait qu'on vote des budgets, on ne s'assure même pas ceux à qui on va avoir donné l'argent là? On se lève comme ça. Non, c'est car, sincèrement, est-ce que vous travaillez pour le président ou bien vous travaillez contre le président? Donc, sincèrement, essayez de faire attention. Ce monsieur-là ne mérite pas ça. Si vous n'êtes pas capable de faire le travail, si vous pensez que vous êtes venu pour chercher de l'argent pour vous enrichir là, ce n'est pas la peine. Le monsieur ne mérite pas ça. C'est pas normal. Vous êtes sans cœur, quoi. Donc, non, il n'y a pas de durée sur ça. Ça, vous avez des étoffes. On va laisser ça de côté. Pour terminer, j'aimerais revenir sur la justice. On en parle, hein. Mais chers gouvernants, la justice, là, c'est important. Un pays ne peut pas se développer pour aller de l'avant sans justice. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est la deuxième économie de l'Afrique de l'Ouest.
Donc forcément là, ça va faire qu'il y a des crosseurs qui vont venir, des malhonnêtes qui vont vouloir venir pour venir s'enrichir. Mais si le président essaie de faire des efforts pour améliorer l'économie du pays, et qu'il y a des gens qui vont venir pour être des braqueurs, pour s'enrichir, il y a des gens qui vont venir pour vendre des faux terrains, pour vendre des fausses maisons, et puis vous ne faites pas la justice, mais cette économie-là va être sur va se baser sur quoi? Moi, je ne peux pas envoyer mon argent en Côte d'Ivoire en sachant que les gens qui vont recevoir l'argent, c'est des crosseurs et des malhonnêtes. Mais l'effort que le président fait là, ça servit à quoi, ces dirigeants? Donc, vraiment, on vous demande pardon. Il faut que vous arrêtez ça. Les gens se lèvent, ils font des choses malhonnêtes parce qu'ils ont des connaissances à la justice là-bas, ils se croient tout permis. Et puis, on les fait rien. Les culs des faux vendeurs de terrain, les faux vendeurs de maisons, et puis on les connaît, mais la justice c'est là, on fait rien. Est-ce que ça c'est normal? Donc, grand frère, vraiment, merci beaucoup. Je n'ai pas trop tardé, vous devez aller au travail. Merci, on va garder le reste pour la prochaine fois. Merci. Vraiment, merci infiniment pour tout ce que vous venez de dire. Et j'ai surtout aimé l'aspect imagé de ce que vous avez dit. La souffrance d'un père qui veut construire sa petite maison, mais sa nation, si on va plus loin. Mais seuls les individus doués de raison peuvent comprendre cela. Mais vous avez déjà dit et tellement bien dit. Et en ce qui concerne Gbagbo, Gbagbo n'est une surprise pour personne, sauf pour les gens même qui veulent se surprendre eux-mêmes à dire qu'ils ne connaissent pas Laurent Gbagbo et à travers lui toute l'opposition ivoirienne. Ce sont des incapables, ce sont des personnes indignes, ce sont des personnes qui n'ont aucunement l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et écoutez Laurent Gbagbo, ici, dans le passé où il était dans la plénitude de sa gloire, quand ses propres partisans lui ont demandé quel est ton programme de campagne, comment tu vas diriger le pays, on écoute ça ici ensemble. Non, il faut dire ce que je vais faire. Vous allez me lire le 31 octobre. Et quand vous m'aurez élu, je vais vous dire ce que je vais faire. Et donc, il dit, c'est quand on va finir de les lire que lui va dire aux gens ce qu'il va faire. Est-ce que, chers Ivoiriens, vous méritez cette insulte? Voilà toute la question entre le bon père et le mauvais père. Et la réalité en face de vous. Et je vous ai déjà dit ici, l'âge que ces personnes ont, c'est un âge qui ne permet plus à quelqu'un de... Et donc, vous pouvez couper le direct. Moi, ça ne me gêne pas. Mais ce sont des vérités qu'on a en main. Hier, je vous ai montré que comment on appelle, l'accord de Pretoria, là, le mensonge que vous voulez faire, j'ai détruit ça. Et donc, voilà la réalité qui est en face. Chers frères, soyons fiers de nous-mêmes. En tout cas, Alassane Ouattara, en tant qu'être humain, il a fait ce qu'il pouvait. On ne peut pas aussi lui demander l'impossible. Si ceux qui sont autour de lui ne peuvent pas avoir un peu de dignité, ne peuvent pas avoir un peu de conscience pour penser à leur peuple, pour penser à l'avenir des enfants, ce n'est pas le travail d'Alassane Ouattara. Mais en tout cas, en tant qu'être humain, il a fait ce qu'il devrait. C'est ce que nous retenons. Vraiment, merci à vous et excellente journée à vous-même aussi. Merci à vous aussi, merci, bonne journée. Merci beaucoup. Ok. Donc, on va passer à une autre personne. Allô? 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 Oui. Bonjour, Mère Ouragan. Comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur Pro-Vérité, ça va? Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Donc, on vous laisse la parole. D'accord, donc bonjour, bonsoir à toute la classe. Ben, j'ai pas grande chose à dire, juste seulement pour vous dire, les Ivoiriens de Côte d'Ivoire, surtout à mes parents du Nord, je vous préviens, au jour d'aujourd'hui, là, si Gbagbo tente à faire ce qu'il est en train de dire, soit disant qu'il va devenir candidat en 2025, tous ces plaisanteries, ces bouillabaisse là, en réalité là, c'est parce qu'il y a un seul homme
ceux qui comptent. Voilà, quelqu'un, il a son village Mama, mais il est capable d'aller rester là-bas, prendre sa retraite. Mais c'est Abidjan, là, il est assis là-bas avec toute sa famille. Pendant ce temps, leur papa, là, il dit qu'il a un village qu'il est ivoirien. À part son Aboussi, là, qu'on connaît aussi, là. Donc, si vous êtes malin, là, mes parents du Nord, je vous dis, restez vigilants. Parce que il a son bras droit, qui s'appelle Awadon Melo. Ce dernier-là, il va en Suisse. Il est en Suisse. En tout cas, la plupart de sa vie qu'il est en train de mener là, c'est en Suisse. Excusez-moi. En Russie, pardonnez, c'est pas en Suisse, mais plutôt en Russie. Il est en Russie chez les Wagner prisonniers là. Les Wagner prisonniers là, les mercenaires là, les microbes là, ceux qui violent les enfants, ceux qui violent les femmes, ceux même qui violent les petits enfants. C'est ceux là je sais quoi appeler ça. Awadon Melo là, le proche de Abou Sila Gbagbo Laurent là. C'est ceux-là. Parce que c'est sur ça qu'ils se basent, c'est sur ça qu'ils se préparent. Leur vengeance, là, c'est ça en réalité. Cette fois-ci, là, ce n'est pas une histoire de oui, c'est les gens de l'Ouest qui vont attaquer tout ça là. Mais c'est plutôt le Nord qui guette. Moi, je vous dis ça en même temps. Si vous êtes malin là, retenez ça, je vous dis ça. Ne dormez pas. Seront le maudit là. Et puis des maudits du Nord. Certains maudits du Nord qui sont en train de les accompagner là. Parce qu'eux, ils savent demain où est-ce qu'ils vont fuir pour partir. Donc je vous dis, Awadon Melo là, les brillants d'Abidjan là, la vengeance là, ça veut dire qu'ils vont faire du nettoyage. Cette fois-ci là même là, même ceux même qui seront les vrais Ivoiriens là même là, c'est ceux-là ils vont attaquer. Et puis c'est leur base là, cette fois-ci là, c'est au nord du pays, de la Côte d'Ivoire là, c'est là-bas ils vont aller intégrer leur base de Wagner, violeurs, tueurs là, sans pitié là. C'est là-bas ils vont aller les déposer. Donc je vous en prie, comme les soi-disant parents grecs, vous dites c'est les sorciers là, les Yakuba, les Wobé, avec des Libériens qui vont utiliser aussi pour faire leur merde là. Si vous êtes malin là, retenez ça très bien. Tous les jours que Dieu fait, même si je n'ai pas envie de parler là, mais je vais m'appuyer dessus. Si Gbagbo là persiste et signe quand il va venir au pouvoir là, c'est pas pour autre chose, c'est pour la catastrophe. Parce que depuis la haine, on lui a posé la question, mais c'est en Belgique. Une dame journaliste lui a demandé, mais le président Ouattara dit qu'il se présente encore pour faire un troisième mandat. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Gbagbo Laurent Abou Sila, il dit qu'il va y avoir la catastrophe. Donc mettez-vous dans la tête que c'est des gens qui sont vraiment, il n'y a pas de nom quoi, mais vous-même vous savez que quand quelqu'un est mauvais puis il n'y a pas de mots là, c'est pas tout qui est bon ou bien ça sera une bonne réponse. C'est négatif. Quand quelqu'un dit qu'il n'y a pas de mots, ça veut dire qu'il y a des situations qui les dépassent, mais vous ne soyez pas surpris, je vous préviens en même temps les parents du Nord. Awadon Melo là, c'est un des brillants d'Abidjan. Et comme ils voient que oui, le nettoyage est en train d'être fait, parce que ça prouve que c'est des gens là, ils ont vendu, les gens ont payé, maintenant c'est leurs enfants là, je sais pas comment on peut dire ça, en fait les vieux sont partis, maintenant c'est leurs enfants là, c'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait, ils ne font que faire des générations sur générations dans Abidjan là, en train de faire des fêtes, eux là c'est fête sur fête. Donc c'est ce jeton là, ils sont devenus des vautours là, ils veulent le récupérer et ils sont en train de mentir. Même là où ils ne sont pas propriétaires, ils disent qu'ils sont propriétaires. Donc c'est les voleurs de terre aussi. C'est pas par exemple à Abidjan que vous allez penser que oui, c'est forcément des propriétaires, c'est des voleurs de terre. Moi je vous dis ça en même temps. Donc faites attention. N'essayez même pas de vous amuser avec ces gens-là. S'il y a des guerriers Wobé, Yakuba, Libériens qui veulent sacrifier leur vie, ou bien la vie de leurs soi-disant proches, parce que ce n'est pas les proches, eux là, leur vie est déjà foutue. Dans leur merde qu'ils veulent mettre en Côte d'Ivoire là. Et reste de ceux qui vont les encourager, matin, midi, soyez m'asseoir sur vous les gens de l'Ouest là. En tout cas, certains gens de l'Ouest, parce que depuis que je vous parle, je ne parle pas de pétés. Ça, je dis les rats pétés qui continuent de rentrer dans leur jeu. Mais si vous êtes malin là, prenez ça comme vous voulez. Éclairage, j'ai fini. Merci infiniment, chère mère. Il n'est jamais trop tôt, encore moins trop tard d'avertir. Tout ce que nous faisons, nous ne faisons qu'avertir les uns les autres. Hey, vous les gens du Nord, là, attendez, on va vous dire la vérité une bonne fois. Le plan qui se prépare contre vous, là, tous les haineux de la Côte d'Ivoire, là, le jour qu'ils auront l'occasion d'avoir une minute sur vous, j'ai dit, ils vont vous faire votre sauce. Même vos spermes ne vont pas rester. Tout ça là, c'est contre vous, hein.
On ne va pas vous mentir. Parce que, tu sais, maman, tu sais, quand on est au village là, entre nous là, c'est quand on dit des Djoula là, tu connais. Hey, non, nous là, on sait déjà, nous on est déjà dans le pain. C'est pourquoi nous autres là, nous on préfère rester en Suisse ou aux États-Unis. Parce que nous on ne sera pas avec vous les Djoula, on ne sera pas avec nos propres parents. Mais c'est qu'on nous dit, nous on n'est pas d'accord avec eux, mais c'est qu'on dit au village là, quand on se réunit là, quand vous les Djoula là, c'est pas bon, hein. Vous les gens du Nord là, c'est pas bon. Parce qu'on va vous tuer. On va vous génocider. C'est ça qui est dans leur tête. Et c'est ça leur programme de gouvernement. Et Laurent Gbagbo, on lui a demandé quel est ton programme de gouvernement. Est-ce qu'il a pu dire en public? C'est génocide des gens du Nord. C'est tout. C'est tout. Mais vous, on sort pour venir vous parler. Vous prenez tout en amusement. Vous prenez tout en amusement. Vos cadres sont là aujourd'hui. Eux aussi, ils sont tombés dans l'amusement. Jusqu'à ils sont tombés amoureux même de ces criminels-là. Amusez-vous. Wagner vient d'installer un camp au Burkina. Vous savez ce que les Maliens pensent de vous. Quand vous allez vous retrouver seul entre 5 feux, c'est là que vous allez dire, ah, depuis des années, il y a des gens qui disaient ça, il y a des gens qui disaient ça, il y a des gens qui disaient ça. Mais on ne croyait pas. Mais aujourd'hui, là, le malheur en face de nous. Et aujourd'hui, là, on voit ça avec les yeux. Mais on ne peut plus échapper, là. C'est ce jour-là, vous allez vous souvenir de nos paroles. En tout cas, chère maman, on leur a dit ce qu'on doit leur dire. Le reste, là, c'est dans leurs mains, là-bas. Et donc, vraiment, merci d'être sorti encore pour rappeler cela. Mais les gens savent. Ça veut dire c'est ce qu'ils pensent là. Seigneur de Dieu, restez là. Les gens pensent qu'on s'amuse. La Côte d'Ivoire n'est pas du tout assise sur une bonne pente. C'est le Prado, hein. La seule personne qui maîtrise le pays là, c'est Ouattara. Mais le jour que Ouattara ne sera pas là. Attendez seulement. C'est là que vous allez voir. Amusez-vous, hein. Sur moi-même. Ne dites pas la vérité à vos cadres, hein. Continuez à leur dire les messages qu'ils veulent entendre. Mais c'est vous, les populations, là, vous allez regretter. Nous, on va vous dire ça. Non, cher mère, vraiment, merci beaucoup. En tout cas, assez éclairé, assez. Nous, tout, à toi, vous, c'est bon, écoutez, nous, un problème, c'est tout ce qu'on est en train de dire, puis ils sont en train de prendre à la légère. Africains bien ivoiriens, là. Ah, oui, ah, ça dit, c'est là, il se rappelle. Ah, quand tu expliques quelque chose à quelqu'un là, mon éclaireur, puis il dit, ah, ça dit, tu dis déjà même, est-ce que tu sais ce que je t'explique, hein? Il dit, c'est quoi? Et toi-même, tu fais semblant bien quoi. Faut réfléchir. Maintenant, quand tu dis, ah, dormez. Merci, mon éclaireur. Merci. Moi, je sais ce qu'il a fait, même s'il n'a pas envie de parler là, même si c'est 2 minutes, je vais faire ça, oh. Ah. En tout cas, comment tu as vu, mais oh. Et comment tu as vu, mais ça dit, je les connais, oh. C'est quand nous-mêmes on vit dans la famille même qui est pire là. Si on vous dit qu'il y aura la réalité là, Prado, priez pour lui, hein. Merci beaucoup, chère mère. Oui. Et que Dieu nous préserve. Mais en même temps aussi, c'est à nous-mêmes de savoir où on veut aller pour que Dieu même nous aide. Mais en tout cas, ça. On a fait et on a soulagé notre conscience en avertissant. Vraiment, merci beaucoup et excellent vendredi à vous. Merci, mon éclaireur. Merci beaucoup, à vous cher tous aussi. Merci. À tous les parents musulmans. Merci je vous beaucoup, aime quand même, vous voyez. Merci beaucoup. Au revoir. Ok, bye. Allô? Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, cher frère, je vais bien et toi? Oui, très bien. Il y a Zach qui dit, mais les gens du Nord n'ont rien fait et je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais les Nordistes seront se défendre. Cher frère, c'est qu'on est en train d'expliquer là. Moi, je suis Dida, elle est guérie. On dit quand on va au village là, ce que les gens pensent et disent de vous là, c'est ce qu'on est en train de vous dire en public. Et quand quelqu'un est contre toi là, il n'a pas besoin que tu aies fait quelque chose ou même que tu n'aies rien fait. Qu'est-ce que les gens du Nord ont fait? Puis on déchirait leur cadenté. Qu'est-ce que les gens du Nord ont fait? On partait devant les mosquées, on les attachait les uns aux autres.
qu'est-ce que les gens du Nord ont fait et puis on les tuait. Qu'est-ce que Kamara H a fait et puis on l'a tué. Si tu arrives à m'expliquer ce qu'ils ont fait, c'est la même chose que chacun de vous, des gens du Nord, a fait. Ce qu'on est en train de vous dire là, c'est la pensée profonde des haineux et des tribalistes. Peut-être que vous avez peur d'accepter la réalité ou que vous ne voulez pas que les choses soient ainsi, mais ce que les autres pensent, c'est ce que nous on dit clairement et on met ça sur la place publique. Chère mère, vous avez la parole. Merci l'éclaireur. Comment tu vas? Je vais excellemment bien. Et vous-même? Alhamdulillah, ça va aussi. Dieu merci. Que la grâce divine soit. Amina ya Rabbi. Merci à toi. Bonjour à toi. Bonjour à toute la classe. Bonjour à tous les EPV. Et là, les gens s'amusent avec le feu. Je crois pas que le Nord va s'asseoir pour dire qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Quand on dit on n'aime pas Papa Ado là, vous pensez que c'est Papa Ado on n'aime pas? C'est pas Papa Ado vient d'où? Du Nord, non? Quand on dit on n'aime pas Papa Ado là, c'est une manière de dire on n'aime pas le Nord. Mais comme on ne peut pas faire sortir là, c'est ça qui est là. Mais moi, ce qui me fait mal là, c'est ceux qui ont vendu notre combat là, les soroïstes. Ce qui me fait mal actuellement là, c'est ceux qui ont vendu notre combat là. C'est ça qui me fait mal. Mais il y a un Dieu de justice. Et ce Dieu là tranchera. Un combat noble qui a été mené a été vendu. Quand j'ai écouté le discours, je me promenais sur la toile, j'ai écouté le discours de Soul to Soul. J'ai eu mal au cœur. Ils ont vendu notre combat. Comment aujourd'hui Soul to Soul peut s'asseoir pour dire que Bago est humain? Bago est humain, il a tué nos parents, Bago est humain. Bago est humain, il a envoyé la guerre contre Bago est humain. Bago est humain, il a l'ivoirité, il s'appuie dessus pour nous tuer nos gens. Bago est humain. Waouh! Bravo à vous! Bravo à vous! Mais le Dieu qui est le Dieu qui est justice, le Dieu qui est noble et qui sait exactement ce qui se trouve dans la profondeur de nos cœurs là, ce Dieu paiera chacun de nous avec ce qu'on a dans le cœur. C'est méchant! C'est méchant! C'est vous qui avez vendu le combat. Si tu vois aujourd'hui quand les gens continuent de dire le Nord comme ça, on va comme ça là, c'est à cause de vous les soroïstes. C'est à cause de vous les soroïstes qui avez vendu notre combat. Ce n'était pas le combat de Ibessa. Il n'avait pas fait sa rébellion pour venir stigmatiser un peu. Il a fait sa rébellion pour la justice. Pour que tout le monde soit pris au même pied d'égalité. Pour qu'on arrête de tuer les gens. Pour qu'on arrête de tuer les gens parce que tu viens du Nord. Voilà le combat. Mais vous aviez vendu notre combat et aujourd'hui, vous venez nous dire que Bago est humain. Waouh! Moi je dis et je redirai, vous allez toujours échouer dans tout ce que vous faites. Et vos vies là, vous pensez que amasser le matériel là, quand vous mourrez là, ne vous enterrez pas avec. Et votre génération va en souffrir avec ce que vous faites, endurer le monde. C'est méchant. Papa de travail avec ses ennemis tous les jours, que Dieu le protège. Amen. Papa de travail avec les gens qui sont prêts à le tuer, que Dieu le protège. Amen. Comment on peut croire que vous étiez très proche de ce monsieur, quand vous aviez deux cœurs envers lui, mais c'est Dieu qui l'a sauvé. Voilà pourquoi on dit souvent que tu es dans une relation et que ça ne... Parce que c'est Dieu, c'est pourquoi il t'enlève de là. Parce que il a bien fait de partir. Parce que Papa Ado était avec ses propres sorciers. Papa Ado était avec ses propres assassins. Mais c'est Dieu qui l'a protégé. Et Dieu continuera de le protéger. Dieu continuera de protéger tous ceux qui sont autour de lui, qui sont honnêtes. Dieu continuera de les protéger. Tous ceux qui ont deux cœurs contre eux là, Dieu continuera aussi de les dévoiler. Dieu dévoile jour et nuit. J'ai eu mal aujourd'hui d'entendre que Bago est humain venant d'un nordiste. Venez de quelqu'un qui dit qu'ils ont mené le combat. Vous étiez dans le faux combat. Voilà pourquoi Dieu a fait de telle sorte qu'aujourd'hui là, tout le monde est sûr que vous étiez dans le faux combat. Vous étiez dans le combat pour vous-même. Vous étiez dans le combat pour vos propres intérêts. Vous n'étiez pas dans le combat pour l'intérêt du Nord. Vous n'étiez pas dans le combat pour libérer le Nord. Vous n'étiez pas dans le combat pour libérer l'ivoirité. vous avez mené le faux combat, le combat du que vous avez trompé le combat de Ibé. Et Dieu va vous payer. Dieu va vous payer parce que vous avez perdu des chairs. Dieu vous paiera. C'est vous qui avez fait aujourd'hui que les gens continuent de ne pas nous respecter. C'est vous qui avez fait aujourd'hui que chaque fois on insulte Papa de tous les jours. Dieu vous paiera.
ce grand mois de Ramadan, premier vendredi de Ramadan, du fond de mon cœur, je paye tous avec ce qu'ils ont dans le cœur contre le monsieur. Qu'est-ce que ce monsieur vous a fait? Il vous a tout donné. Et vous partez vendre notre combat. Que Dieu, de la manière le combat a été vendu. S'il y a quelque chose qui doit se passer en Côte d'Ivoire et qui doit avoir des morts, Dieu que ce soit eux-mêmes qui meurent. Ces méchants de la Côte d'Ivoire, ces malhonnêtes de la Côte d'Ivoire, ces ennemis de la Côte d'Ivoire, ces ennemis de Papa Ado qui les a fait, qui les a tout donné, aujourd'hui ils sont retournés contre lui. Dieu, seul toi as l'épée de la justice et fais justice par ta grâce. Merci l'éclaireur. Bon dimanche à tous et bon vendredi à tous. Merci infiniment, chère mère. Excellent vendredi à vous et que la bonté divine soit en nous. Amen. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonsoir cher frère Clara. Bonsoir Sundiata le conquérant, comment allez-vous? Oui, je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. D'accord. Ah, ok, d'accord, vous avez la parole. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Aujourd'hui, je vais m'exprimer sur les infrastructures routières dans le nord du pays. Il y a un certain nombre de projets qui étaient prévus. Ces projets n'ont pas encore commencé. Il y a des projets également qui sont en cours et aussi il y a certaines propositions. Il faut dire depuis pratiquement 2 ans, la route qui part depuis Dabakara pour aller à Kong, c'est une route qui n'a jamais été bitumée. Étant donné que la route n'a jamais été bitumée, donc ce qui veut dire que c'est un nouveau projet. Cette route est en cours de bitumage, donc il est tout à fait important d'insister sur la bonne conduite des travaux et leur qualité également. Nous souhaitons que ceux qui sont chargés de contrôler les chantiers soient beaucoup regardants sur les travaux qui sont en cours sur cette route pour que les travaux se déroulent dans de très bonnes conditions. Voilà. Il y a également les routes Ouangolodougou, Diawala, jusqu'à la frontière malienne Poro, et Ouangolodougou, Kawara, frontière Burkina Faso. Le gouvernement avait annoncé il y a plusieurs mois de cela que des financements étaient disponibles pour réhabiliter ces 2 routes qui sont dans des états de dégradation très avancés, mais il se trouve que les travaux n'ont toujours pas commencé. Donc nous en parlons aujourd'hui pour souhaiter que les travaux commencent le plus tôt possible. Il y a également l'axe Kong pour aller à Bouna. Il faut rappeler qu'il y a 4 ans de cela, la route Ferkesedougou, Diawala, Kong est terminée. Cette route est complètement terminée. Donc la route est ouverte à la circulation. Mais il y a aussi une autre section qui part du Kong pour aller à Bouna. En réalité, c'est une route qui n'a jamais été bitumée. C'est encore une piste villageoise. Donc il est important de lancer des études sur les travaux de bitumage de cette route et définir les kilométrages à bitumer et également les coûts en termes de réalisation des travaux. Il y a également la route Korogo-Mbengue, dont les travaux ont été lancés. Mais il est important de parler de cela
pour que les travaux soient accélérés, parce que c'est également une route qui n'a jamais été bitumée. Une route qui n'a jamais été bitumée, lorsqu'on cherche à bitumer, il est très clair que les travaux vont prendre beaucoup plus de temps que prévu. Donc nous souhaitons tout simplement que les travaux soient accélérés pour que ça ne prenne pas trop de temps. Il y a également la route Kanawolo-Korogo dont j'avais parlé avant-hier, dont les travaux sont finis, mais qui est également ouverte à la circulation. Nous avons souhaité que ceux qui sont chargés de contrôler la qualité de la chaussée arrivent sur le terrain pour contrôler et voir si les sont passés selon les règles de l'art. Donc il est important que ce travail-là soit également fait. Pour terminer, nous allons nous appesantir sur les régions du Kabadougou et puis la région du Bafing avec, il y a une autre région là, le Folon. Voilà. Le Folon, Kabadougou, Bafing, pour venir vers le Tonki. La route qui relie ces trois régions, dans quel état cette route-là, elle est exactement? Bon, je ne sais pas trop, mais ce que nous pouvons dire, nous voulons attirer l'attention du décideur sur la route qui relie les trois régions. Les régions du Folon, du Kabadougou, du Bafing et du Tonki. Il est important de faire une inspection pour voir si la route est en bon état. Si la route n'est pas en bon état, il va falloir la réhabiliter. Mais s'il se trouve qu'il y a des axes permettant de relier ces différentes régions-là qui ne comportent pas de routes bitumées, il faut aussi lancer des études également pour voir dans quelle mesure on peut relier ces différentes régions à travers des voies bitumées en bonne et due forme. Donc c'est ce que je voulais dire pour ne pas perdre le temps comme vous êtes tenu d'aller au travail. Donc voici mon intervention du jour. Je vous remercie. Vraiment, merci infiniment à Soundiata, le conquérant. Merci pour cette belle et utile réaction, parce que se soucier constamment du bien-être des populations et être capable d'apporter des solutions ou des propositions, c'est vraiment une bonté de cœur qui n'est pas permise à tout le monde. Et pour cela, nous vous en sommes plus que reconnaissants. Et vraiment, merci beaucoup. Et vous connaissant très pondéré dans la parole, quand vous dites quelque chose, c'est que vous avez déjà les éléments en main. Et vous parlez et vous touchez spécifiquement dans le mille. Et souhaitons que l'autorité comprenne ce que nous sommes en train de dire et prenne des actions concrètes pour essayer de faire le bonheur de ces populations dans ces zones. Ce serait vraiment chose utile pour leur bonheur, parce que c'est ce que nous recherchons à la fin et c'est ça le rôle fondamental de la politique, comment faire le bonheur de l'homme. Vraiment, merci encore pour toutes ces, je dirais même des révélations, parce que c'est le rôle même des structures de vérification de l'État que vous jouez comme ça, en disant voilà ce qu'il faudrait, voilà, pour leur permettre de voir aussi peut-être là où ils n'avaient pas vu. Vraiment, merci infiniment. On va vous souhaiter un excellent vendredi et vous souhaiter aussi une excellente soirée et un bon début de week-end. Je vous remercie également. Excellente émission à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons aller avec la toute dernière personne. C'est le cyclone puissance 1000. C'est lui qui va mettre fin au direct du jour. Et pour ma part, je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, ont contribué à ce que ce direct soit un succès. Je souhaite un bon vendredi et un bon ramadan à tous les musulmans et que la bonté de Dieu soit avec chacun d'entre nous, que Dieu nous protège, que Dieu protège le président de la République, que Dieu protège les bonnes personnes qui veulent aider la Côte d'Ivoire et que Dieu maudisse tous ceux qui ont deux choses à cœur mais qui veulent diriger ces méfaits-là contre les Ivoiriens de quelque manière que ce soit, que la malédiction divine s'abatte sur ces personnes-là, qu'elles soient dans le gouvernement, qu'elles soient dans la République, partout où elles se trouvent, que la malédiction divine s'abatte sur ces personnes-là. Et ainsi donc,
vous comprendrez qu'on ne peut pas ruser avec Dieu et qu'on ne peut pas ruser avec sa propre société. Mesdames et messieurs, nous allons donner la parole au Cyclone Puissance 1000. Il va s'exprimer et après donc il nous fera la conclusion pour mettre fin au direct de ce jour. Alors, oui, alors, bonsoir, éclairant pour vérité. Bonsoir, Cyclone Puissance 1000. Comment ça va? Alhamdulillah, ça va très bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Bon dimanche. Vraiment, merci beaucoup, éclairant. Merci. Okay. Et éclairant, comme on n'a pas le temps, je vais aller rapidement. Je vous dis bonsoir à toute la famille. Donc, bonsoir à tous les Mao. Tu vas prendre la parole. Quand tu finis, tu fais la conclusion et puis on boucle en même temps. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Je dis bonsoir à Olivier Amiral depuis sa position. Je dis bonsoir à tous les Mao et Chao. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir à tous les Ivoiriens. Tous ceux qui vont nous prendre en cours. Je vous dis bonsoir. Bonsoir au président de la République, son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, président des Ivoiriens. Monsieur le président de la République, respect et considération. Monsieur le président de la République, nous les Ivoiriens, nous on t'aime. Nous les Africains, on t'aime. Ceux qui veulent évoluer t'aiment. On va vous aimer pour toujours. Mes chers parents, vraiment, vous allez m'excuser beaucoup. La Mao Sali, tous les Mao qui ont intervenu, même ceux même qui n'ont pas intervenu, tout le monde a mal au cœur. Quand on voit le président de la République, ce qu'il a donné au monde, l'étude qu'il a fait, service qu'il a rendu au monde, gentillesse qu'il a et la protection qu'il nous donne et ce qu'il a mené en Côte d'Ivoire, voit à son temps, étant président de la République, et nous sommes malmenés, nous sommes maltraités, nous sommes sabotés, nous sommes diabolisés. Oh putain, nous sommes des hommes vrais et on est dans un combat vrai. Chers parents, wallahi bilay, moi je vais vous dire la vérité. La majorité de nos cadres là, ils ne sont pas avec le président. Il ne faut pas tourner autour de pot. La dernière fois, intervention que j'ai faite là, j'ai reçu des menaces, mais moi je vais dire à tous ceux qui menacent là, moi je n'ai pas peur des menaces. Quittez dans ça. Et puis je vais vous dire, tous ceux qui vont tenter encore de me menacer, voilà, et puis là je vais sortir avec vos noms. Vous ne pouvez rien créer. Et vous n'êtes rien. Le président de roi là, c'est le président de la République. Si nous on parle de vous aujourd'hui, si nous on vous aimait à un instant, c'est quoi le président? Si nous on ne fait rien avec vous. Vous ne savez pas comment nous on est nés, comment on dépasse, comment nos familles vivent. Et nous, on ne vous voit pas. C'est à travers le président de la République que nous, on parle de vous. C'est à travers le président de la République, on a les considérations pour vous. Il faut que ça soit clair. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas être au pouvoir, être diabolisé à ce niveau. C'est parce qu'il y a un travail qui est fait en bas. La dernière fois, j'ai parlé. J'ai dit à Paris, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Ceux qui ne vont pas comprendre là, ils ne vont pas comprendre. Mais je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et on va dire, l'heure va arriver, et ce jeu-là, on va le faire. On ne va pas jouer avec vous. 2020, on a vu, vous nous avez fait endormir ici. On a vu ceux qui sont morts. Et ceux qui sont morts aujourd'hui là, nous on dit Dieu merci, on est en train de parler aujourd'hui, et ceux qui sont morts, et les familles. Aujourd'hui là, il va passer quoi? À un moment donné, arrêtez. Le président de roi là, c'est le président de la République. Mais vous allez tout faire, vous allez tout parler, vous allez tout tenter, vous allez taper poteau. Dieu au contrôle. Nous, on est avec le président. Là-bas, on s'allie. Wallah, on va beau parler, ils ne vont pas changer. C'est des gens qui n'avaient rien, qui n'ont même pas travaillé pour gagner cet argent. Ils n'ont même pas le sentiment. Même la parole du président de la République. Très peu de cadres qui respectent. Est-ce que c'est faux? Si c'est faux, dis-moi que c'est faux. C'est vrai, c'est en face de nous tous. Mais quand ils parlent, ils vont dire qu'il est intéressé. Pourquoi on ne serait pas intéressé? C'est notre pays et le président fait pour nous. Le président tellement il est gentil. Le président a toujours protégé, même ceux même qui ne l'aiment pas. À plus forte raison, c'est cadre. Mais si le président sort pour dire que les militants disent que vous n'êtes pas généreux, ça veut dire qu'il en est marre à son âge. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le président? Qu'est-ce qu'on peut dire pour le président? C'est quel effort on doit faire pour le président? Mais nous, qui ne sommes pas considérés,
Nous qui ne sommes pas regardés, nous que vous ne considérez pas là, c'est nos siècles que vous avez mis là. Et chacun d'entre nous tous on a passé dans la casserole. Mais vous là, vous avez eu la chance. Sinon, il y a des gens en Côte d'Ivoire, il y a des gens même qui sont sur la plateforme, partout dans le monde, qui sont plus instruits que vous. Mais c'est vous qui avez eu la chance. Mais quelle chance! Comment vous allez tenir ces chances-là? Mais on va vous dire une chose, hein. Tout ce qui est en train de se planifier là, on connaît. Ceux qui sont en train de diaboliser le président de la République, la majorité de ces cadres-là, c'est eux qui envoient l'argent pour pouvoir saboter. Parce que si on nous mettait dans ce système, ils vont demeurer à leur poste. Et le monde même va finir un jour. Nous tous, on va disparaître. Oui, aujourd'hui, Bédié, il est où? Mais l'argent que Bédié a mangé, bonheur qu'il a eu là, vous n'allez jamais gagner ça, vous. Il faut que ça soit clair. Nous sommes avec le président. Et ce qui concerne les militants, nous, on va vous dire, hein, une chose ainsi, dans le monde là, c'est Dieu qui nous a créés. Nous sommes tous des créateurs de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas donné les mêmes chances. Oui, Dieu ne nous a pas donné les mêmes chances. Chacun d'entre nous, c'est pas tout le monde qui peut gagner. Mais à un moment donné, on n'a qu'à être sérieux, on n'a qu'à être honnête, on n'a qu'à être propre dans ce qu'on fait. Nous, on va vous dire la vérité. Vous nous avez déçus. Vous nous avez découragés. Vous tentez de nous démobiliser. Maintenant, on a vu dans les jeux là. C'est pourquoi le président dit, il vous a dit, il a dit au monde entier. Les militaires disent, vous n'êtes pas généreux, vous n'êtes pas gentil. Mais ils ont dit que moi, président, je suis généreux. Monsieur le président, Wallah et Bilay, c'est pas faux. Chacun d'entre nous passe. Nous, on souhaite que votre exemple, monsieur le président, on n'a qu'à voir beaucoup dans nos familles. Mais eux là, malgré les milliards, les méchancetés, les haines, les hypocrisies, les diviser pour régner, nous, on n'est pas fan de ça, malgré qu'ils ont l'argent. Il faut les regarder. Ils ont tout, mais quand ils les voient là, ils ne brillent même pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu dedans. Nous, on va vous dire la vérité, hein. Un cadre. Ce qui se passe à Paris ici, là, ça va sonner et tout le monde va entendre. Mais ce que vous tentez à faire, chers Ivoiriens, je vais vous dire, cela ne veut pas pouvoir. Ils savent qu'ils ne peuvent plus reprendre le pouvoir. Mais une chose je suis, il veut faire mal à la Côte d'Ivoire, mal à les Ivoiriens pour saboter le président, salir l'image du président. C'est leur projet, ça. Ils sont déçus, hein. Ils sont déçus à Paris ici. Et ils sont en train de mettre tous les moyens et les communications accompagnées avec. Mais où sont les cadres de RHDP? Où sont nos cadres? Il y a quelle communication qui est faite? Chacun est dans son clan. Hypocrisie totale. Chacun a son bon petit. Vous avez divisé. Mais une chose ici, nous tous on est avec le président. Éclairé. Wallahi billahi. Chers parents, aujourd'hui c'est vendredi. Ce qu'il dit là, c'est pas faux. Il y a un aîné qui va venir témoigner un jour. Parce qu'il est au courant de ce qui est en train de passer. Ils sont en train d'acheter les gens. Ils sont en train de mentir aux gens. Tout le monde sait que c'est des menteurs. Tout le monde sait que c'est des roublards. C'est des trompeurs. Mais puisqu'ils ont mis l'argent dedans, les cadres ne parlent pas fort. Les cadres ne regardez même pas les militants. Tout le monde est découragé. La base est démobilisée. Même ceux même qui vont nommer, c'est leurs petits. Donc, c'est qu'on va dire, on n'a qu'à rester derrière nos pays. On n'a qu'à rester derrière le président de la République. Parce qu'à son temps, ce qu'il a donné, il n'y a jamais un président de Côte d'Ivoire qui a donné ça. Président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara. Wallah, nous on est avec vous. Nous on est avec vous, papa. Et on prie. On est dans mort de carême. Aujourd'hui, c'est vendredi. Monsieur le président de la République, que Dieu vous éloigne de vos ennemis. Amen. Que Dieu vous protège. Amen. Que Dieu protège le pays. Amen. Que Dieu protège tous ceux qui sont avec Amen. Le président de la République. Amen. Que Dieu dévoile tous les traites, les marionnettes qui ont pillé, qui sont en train de sucer le sang ivoirien. Amen. Mais Dieu va vous dévoiler. Nous, on a mal contre vous, hein. Et puis on vous connaît. Et quelqu'un qui a dit quelque chose la dernière fois, vraiment, comme il n'y avait pas le temps, il ne pouvait pas intervenir, qui a dit quelque chose, c'est très important. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Nous, les Ivoiriens conscients, nous, les Ivoiriens qui aiment vivre, nous, les Ivoiriens qui veulent voir la Côte d'Ivoire développer, Baoulé, Ani, Guéré, Pété, Aché, tout le monde, même famille, même père, même mère. Nous, on dit, cette fois-ci-là, 2025, nous sommes pressés pour que 2025 arrive. Mais ce qui ça va se passer devant tout le monde. Parce qu'on n'a jamais vu un corps de politiciens traîner dans les caniveaux, un corps, les enfants des politiciens traîner dans les caniveaux. Si on dit ça là, c'est pas une menace. Si ce que moi je dis est menace, et ce qu'ils font là, et ils nous ont assassinés, ils ont fait les charniers, on nous a attrapés pour nous attacher, rentrer derrière nous, même dans les mosquées. On a vu, on avait abandonné nos pays, ça fait que nos pays nous avaient dégoûtés,
Mais aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire brille, la Côte d'Ivoire rayonne, et la Côte d'Ivoire vient de passer un bon can jamais organisé en Côte d'Ivoire. Et après ça, on voit les bandits qui n'ont rien donné, des voyous qui vont venir se présenter à nous pour dire qu'ils sont des politiciens. Ce qu'ils sont, on vous attend. 2025, c'est tout prêt, tout prêt. Mais ce que moi je regrette, voilà, on est dans le 3e mois, il n'y a pas de communication pour les militants, les bases étaient mobilisées, tout le monde va de son côté, chacun a son pied père. Nous, on n'est pas fan de vous. Et monsieur le président, à tous les nouveaux, il faut engager l'audit, il faut traquer tous les bandits. C'est la peut rien créer. Maintenant, pour finir, chers parents, Guillaume Soro, surtout Soul, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Je vais vous dire la vérité. Surtout Soul est plus 10 fois dangereux que Guillaume Soro. C'est moi, je vais vous dire ça. Si vous ne savez pas, je vais vous dire ça. Surtout Soul là, il est 10 000 fois dangereux que Guillaume Soro. Mais nous, on va vous dire, les deux là, je vais m'arrêter là. Éclairé, le travail nous appelle. Ce n'est pas les cadres qui nous payent ici. Nous sommes des poussés. C'est ce que le président a donné comme l'exemple. Ivoiriens, mettez-vous au travail. Ça, au travail, on peut croiser le bonheur et la chance. La richesse vient du travail. Nous, on va prier. Tous ceux qui travaillent. Que Dieu met la baraka dans tout ce qu'on fait. La maman salit. Tranquillisez. Ce qui est ici. Premier gaou n'est pas gaou. C'est le deuxième gaou qui est gaou. Ce qui est ici, 2020 là. On ne va pas écouter quelqu'un. Et ce qui est ici, ça serait tout au tac. Éclairé, je vais m'arrêter là. Je vous dis merci et bon boulot à vous. Et que Dieu nous protège. Et bien reçu à toute la famille. Bonsoir à tous les Mao et Chao. Bon week-end à tout le monde. La vie continue avec le président de la République, avec Mme Dominique Ouattara, avec le vice-président M. Tchemoko Meïle Kodé, avec tous les grands commandements, sans oublier Téné Berema Ouattara et tous ces soldats qui sont, quand on appelle les Lagrou, vous êtes tous salués et respect et considération à vous. C'est que nous on est avec vous. On va continuer le travail. Demain c'est un autre jour. Je vous dis merci. Salam à tout le monde. Merci infiniment le Cyclone, merci à tous les auditeurs, merci à toutes les auditrices, merci à tous ceux qui nous ont suivis et que la grâce de Dieu demeure en nous. Merci. Merci beaucoup.